Bonjour David Assouline, Bonjour. merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. On va parler de vos sujets de prédilection. Bonjour David Assouline, vice-président du Sénat. Cette loi qu'on vient de voir, cette loi sur les droits voisins, c'est votre loi. Grande avancée démocratique, nous dit Franck Riester, le ministre de la Culture. Oui, c'est une avancée, c'est un combat qui vient de loin. Fur et à mesure, il s'imposait à nous que c'était un combat d'abord européen. Et ça montre d'ailleurs la pertinence de la nécessité de l'Europe. Il y a des combats qu'on ne peut gagner vraiment jusqu'au bout que si on le fait à l'échelle de l'Europe, parce que les géants du net dépassent la puissance de certains États. Et c'est à cette échelle-là qu'on a pu transformer les choses. Et donc, oui, c'est la justice. La presse ne peut plus vivre avec son modèle économique ancien, avec l'irruption des géants du net, avec le net. Et il fallait absolument que dans cette révolution, ils trouvent de nouvelles sources de financement, notamment de ceux qui pillent leur contenu sans les payer. Alors maintenant, la presse, désormais, elle a 6 mois pour discuter avec ces géants du numérique, pour négocier justement le montant de ses droits. C'est une nouvelle bataille en perspective ? Oui, bien entendu. Je l'ai dit depuis le début, il y avait la bataille législative et ensuite il y a une négociation. Alors aussi, les géants du net sont coopératifs, ça va se passer bien, mais je pense qu'il y aura des bras de fer. En tous les cas, la presse française, les éditeurs et les agences de presse ont les moyens législatifs de négocier dans de bonnes conditions s'ils restent unis. Et donc, je les ai appelés à maintenir cette unité. Ils ont des intérêts parfois divergents ou pas tout à fait les mêmes, mais il faut qu'ils restent unis. Et je suis optimiste parce qu'y compris les gens du net ont besoin de redorer leur blason. Dans l'opinion, on les considère plus comme avant. Et donc, il faut qu'ils regagnent cette crédibilité en jouant le jeu. Un autre sujet maintenant, on va en venir à la situation du baccalauréat avec des épreuves qui sont déroulées de façon particulière cette année. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute le président Emmanuel Macron, c'était hier lors d'une interview. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Et notre devoir à tous, c'est que quand il y a un examen qui est attendu avec angoisse et qui vient sanctionner la fin des études secondaires et l'entrée dans la vie universitaire ou la suite, notre devoir à tous, c'est d'être au rendez-vous et c'est de faire ce qu'on doit faire. David Assouline, on ne peut pas prendre en otage les enfants, nous dit Emmanuel Macron, il a raison. Je pense que l'expression otage ne doit pas être galvaudée. On sait dans ce pays, et notamment ces dernières années, ce que ça signifie. Et donc, il faut faire attention, surtout quand on est chef de l'État, à ce type d'expression. Ensuite, je pense que le ministre a un peu joué avec le feu parce qu'il ne veut pas ouvrir de discussion. Et je pense que ça aurait pas mal désamorcé une crise possible. Après, c'est absolument, pour moi, absolument inadmissible le fait qu'on puisse retenir des notes. Donc vous condamnez... Des syndicats et des luttes dans l'éducation nationale, il y en a eu depuis de nombreuses années, des décennies que j'ai pu suivre. Vous condamnez la position de ces enseignants grévistes qui ont retenu les copies. C'est pas une question de condamner, c'est que ça n'est pas acceptable d'utiliser ce mode d'action parce qu'il sanctionne des élèves et des familles à un moment assez crucial, y compris au niveau psychologique, de ce qu'ils cherchent à réaliser dans leur vie. Quelques mots sur un autre texte sur lequel vous avez travaillé, le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. L'article 9 qui autorisait les dérogations sur cette reconstruction a été modifié. Est-ce que cette version vous satisfait désormais? Le texte revient en examen cette semaine au Sénat. Ou est-ce que vous craignez que le chantier de Notre-Dame déroge aux règles qui sont applicables partout ailleurs en France ? Oui, je crains toujours, mais j'aime bien quand il y a des avancées et le souligner. Et je pense que tout ce que l'on a dit ici au Sénat, même si en CMP, ils n'en ont pas tenu compte du tout, c'est bizarre, là, dans cette lecture à l'Assemblée, c'est très rare qu'à l'Assemblée, on reprenne des propositions rejetées en CMP que nous avions proposées. C'est ce qu'a signalé Catherine Morin-Desailly, la présidente de la Commission de la Culture. Si ça avance, c'est bien, s'ils mettent du temps à se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a encore des dérogations, à part les dérogations concernant le patrimoine, qui effectivement nous donne raison.
toutes les autres sur l'urbanisme, l'environnement, la voirie sont maintenues et ce n'est pas acceptable. On peut préciser exactement les choses dans la loi si le ministère a des idées là-dessus, mais on est contre par principe qu'il y ait de telles dérogations à des codes fondamentaux, notamment celui de l'environnement, qui est aujourd'hui au cœur de toutes nos préoccupations. Les municipales, autre sujet, les municipales En Marche doit désigner cette semaine son candidat pour la mairie de Paris. Vous êtes élu parisien. Est-ce que Benjamin Griveaux est le bon candidat, le candidat que vous souhaitez face à Anne Hidalgo? Quand vous posez cette question, vous me tentez, parce que s'il était mauvais, je vous dirais c'est le bon pour nous. Donc peut-être. Non, je ne veux pas m'occuper de ça. Est-ce que c'est le candidat que vous souhaitez face à Anne Hidalgo? Non, mais moi je ne veux pas m'occuper de ça. Ce que je sais, c'est qu'Anne Hidalgo est la bonne candidate parce qu'elle fait ce qu'il faut. Et indépendamment du fait qu'on est en campagne déjà pour beaucoup, etc., elle trace la route d'une maire en action. Il y en a qui parlent d'écologie, de réchauffement climatique. Elle agit concrètement tous les jours. D'ailleurs, ceux qui protestent souvent sur des travaux ici ou là, par ailleurs se gargarisent de mots sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, mais elle le fait concrètement. Donc c'est évident que quand on fait des travaux, ça peut un peu déranger. Mais je veux d'ailleurs signaler ici que les travaux engagés par la ville de Paris, qui sont en général des aménagements de places, des espaces verts, etc., des pistes cyclables, c'est 10% des travaux qu'il y a à Paris. Et quand on voit le nombre de travaux en retard initiés par la région Île-de-France, puisque Mme Pécresse a voulu se mêler de ce débat, je veux le rappeler, c'est incroyable. Donc il y a bien entendu dans une ville comme Paris, et par des entreprises privées, et par tout un tas d'aménageurs, des opérateurs publics. Donc il faut arrêter de jouer avec ça. Les responsables savent que ce n'est pas la ville de Paris qui fait tous les travaux à Paris. Plus généralement, sur les municipales, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce qu'il faut répondre aux maires socialistes aujourd'hui qui sont élus et qui seraient tentés par des alliances avec En Marche? Mais moi, je pense que la ligne de conduite d'un maire... Voilà, Olivier Faure a dicté une ligne de conduite très ferme, aucune alliance avec En Marche. Quelle est votre position? Moi, ce que je pense, c'est que les socialistes au niveau local doivent... à partir de programmes, à partir d'engagements vis-à-vis de leurs administrés, bâtir les alliances. Les alliances avec En Marche? Mais je vous dis, avec ceux qui, sur le terrain, partagent un certain nombre de combats, et notamment les combats essentiels que mènent les socialistes au niveau local. Le socialisme municipal, ça existe. Que ce soit à Lille, à Nantes, à Rennes ou à Paris, on sait ce que c'est. Voilà, c'est en action, ça agit. Et il faut des majorités. Je pense que ce sont des majorités qui doivent s'ouvrir aux citoyens, à la société civile, encore plus qu'avant. Parce que les sujets, notamment ceux de l'environnement, portés par des ONG, des associations, etc., sont au cœur de ces campagnes. Et puis le reste des alliances politiciennes et tout, je laisse les commentaires aux autres. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans une opposition à ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement de droite, et nous sommes de gauche. Le 17 juillet vont se réunir au Sénat Olivier Faure, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Martine Aubry. Première fois que toutes ces figures historiques socialistes seront réunies. C'est l'avenir de la gauche que vous voulez montrer? Non, écoutez, c'est pas sympa de poser la question comme ça, parce que ce sont des personnalités qui ont aidé à faire que la France sociale et son droit social soit là. Je pense à Martine Aubry, à Lionel Jospin en particulier. C'est bien, à un moment donné, que ces figures-là soient présentes pour dire qu'il faut absolument reconstruire la gauche. C'est quoi l'objectif de cette photo de famille? Moi, je ne sais pas. Vous demanderez à Patrick Caner exactement ce que lui a voulu faire, mais je trouve très bien que, alors que beaucoup ont utilisé les petites phrases... Moi, en gros, ce que j'aimerais, si vous me dites, vous posez la question à moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les anciens viennent dire qu'ils vont aider la nouvelle génération à prendre son destin en main, à reconstruire une gauche sociale et écologiste, et que tous ceux qui restent en embuscade, qui reviennent que pour planter des flèches, eh bien, cessent. Il faut maintenant unir la gauche et les écologistes. Mais justement, comment on sort le pays du clivage République En Marche, Rassemblement National? Comment on rassemble la gauche?
ce gouvernement a choisi de faire une politique de droite. Donc l'espace de la gauche sociale et écologiste et républicaine existe dans ce pays. Il est libéré par cette politique de droite de Emmanuel Macron. Il faut que ces morceaux éparpillés qui peuvent le constituer se rassemblent et créent un projet. Et je pense qu'il y a une personnalité qui va certainement prendre plus de responsabilités et qui peut aider à créer ce collectif nouveau, c'est Bernard Cazeneuve, je pense, et j'attends qu'une mise en mouvement commence à la rentrée peut-être. Merci. Entre les anciens dont vous parlez, les nouveaux dont vous parlez, vous vous situez où entre les deux? Moi, je me situe Dans les nouveaux, dans ceux qui ont beaucoup donné depuis des décennies pour que la gauche puisse faire avancer notre société et qui veut transmettre à une nouvelle génération son expérience. Moi, je suis disponible pour transmettre, pour aider. Voilà, j'adore l'histoire, j'adore sa transmission, je sais en quoi elle est nécessaire. C'est pas au milieu. Je suis encore un homme politique en nation, mais je sais que c'est la nouvelle génération qui va écrire les nouvelles pages. Elle a besoin d'aide. Je suis prêt à aider, et j'aimerais que tous ceux qui ont été ministres, présidents de la République, tout ce que vous voulez, eh bien, aident au lieu de rester en embuscade. Un mot. Vous nous aviez inquiété sur les retransmissions. En clair, pour le plus grand nombre des manifestations liées aux Jeux Olympiques de 2024. Vous disiez, on ne peut pas dire d'un côté le sport est fédérateur et de l'autre constater qu'il n'y a plus que les riches qui peuvent se le payer. Ça va mieux? Ça y est, c'est réglé? On va pouvoir voir tous les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on va pouvoir. Il y a un accord avec France Télévisions qui a été établi et qui est rassurant. Mais au-delà des Jeux Olympiques, je pense qu'il y a eu une avancée majeure que j'avais défendue dans mon rapport, qui est le sport féminin. Avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu aujourd'hui de l'exposition du football féminin, eh bien, il y a le répondant tout de suite. C'est-à-dire qu'on disait, on ne peut pas l'exposer parce qu'il n'y a pas assez d'audience. Ben, quand on l'a exposé, ça a été 8 millions, 10 millions d'audience sur TF1. Ça veut dire que c'est possible. Et vous allez voir le nombre de femmes qui vont s'inscrire dans les clubs de sport à partir de demain. Donc à partir du moment où on expose les sports, leur diversité, ou le sport féminin par exemple, mais aussi la diversité des sports qu'on ne montre jamais, eh bien on encourage à la pratique, et c'est à cela que doit servir aussi la télévision publique.